on parle également de cette compétition, la Coupe d'Afrique. On continue toujours dans cette lancée, la Coupe d'Afrique des Nations, qui fait autant de bonheur que de malheur, ou alors qui cause de la tristesse. Dans les éliminations, on peut voir, on l'a vu, les Ivoiriens, lorsqu'ils étaient presque éliminés, il y a eu des casses du côté d'Abidjan. On a vu les populations très remontées. Et on a reçu quelques images venant du Sénégal. Il se pourrait qu'après l'élimination des Sénégalais, des Lions de la Teranga, il y ait eu des casses dans la ville de Dakar. Plus précisément, il y aurait eu des casses dans la ville de Dakar du côté du Sénégal. Une situation qu'on déplore encore. Bien évidemment, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire ici, là, depuis le début de ce programme, qu'il ne faut pas que l'enjeu aille au-dessus du jeu, en fait. Voilà aujourd'hui qu'on se retrouve hors terrain, parce que normalement, le football, c'est autour du terrain et tout. Maintenant, quand ça commence à aller au-delà du terrain, ça devient compliqué, ça devient dangereux. Lorsque le football, je vais dire quoi? Le football, c'est un sport. Et la particularité du football, c'est quoi? C'est qu'il doit avoir un perdant, il doit avoir un gagnant. Je ne sais pas pourquoi ça surprend toujours les gens. Parce qu'après, si celui qu'on pense à chaque fois qu'il est gagnant, que c'est lui qui gagne, à un moment donné, ça va inquiéter. Ouais, il y aura plus de suspense. Oui, il y aura plus de suspense, il y aura plus cette envie de regarder le football et tout. Je ne veux pas que les gens s'éloignent de cette pensée-là. Le football, c'est un sport où il doit avoir un vainqueur et un vaincu. Et à défaut d'un vainqueur et un vaincu, vous pouvez faire un match nul. Maintenant, d'où vient le fait qu'après la défaite d'une nation ou d'une équipe, que cela aille hors des stades au point ça devient des menaces, ça devient des casses? Est-ce que ça repart le préjudice qui a été causé, par exemple? Est-ce qu'en faisant des casses, en menaçant tes frères ou bien tes voisins, si je peux appeler ça comme ça, est-ce qu'en les menaçant, ça arrange quelque chose sur le score, sur le fait que vous ayez et qu'on vous a battu? Je ne pense pas. C'est pour ça que j'ai sensibilisé. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui a commencé avec cette affaire. Cette histoire. Je disais ici que faisons attention. Que les affaires des réseaux sociaux ne quittent pas des réseaux sociaux pour se retrouver dans la vie réelle. Sinon, ça devient compliqué. Soyons fair play. Même dans ce sport, il y a ce qu'on appelle le fair play. Le fair play, c'est pour savoir accepter la défaite, en fait. Et si nous, les supporters, nous qui faisons partie du football, si on ne parvient pas à accepter la défaite, c'est compliqué. C'est compliqué. Tout le monde a vu que le Sénégal a bien joué. Je ne sais pas où est-ce qu'on va en vouloir la Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit. Je ne sais pas où est-ce qu'on va les en vouloir, mais tout le monde a bien joué. C'est le meilleur qui a gagné. La preuve, c'est au tir au but qu'ils se sont séparés. Mais d'où vient donc la haine qu'il faut casser à gauche, qu'il faut casser à droite, étant donné que ça ne va rien résoudre? Restons conscients, soyons fair play. Quand ça n'a pas marché, rentrons travailler pour être meilleur la prochaine fois, tout simplement. Ouais, et sur ces vidéos-là, on pouvait voir une dame qui filmait et qui criait. Ils sont en train d'agresser un Ivoirien. Les supporters ivoiriens qui seraient agressés du côté du Sénégal après l'élimination du pays. C'est un peu triste quand on vit ce genre de situation. On pourra peut-être plus supporter librement dans un autre pays. Nous, on l'a vu ici au Cameroun, on avait nos frères nigérians qui célébraient la victoire du Nigeria, mais on n'a pas entendu ce genre d'actualité, ce genre de fait. C'est ça que je décris entre nous les Africains. C'est pas ce genre d'attitude qu'on devrait avoir. C'est-à-dire la passion ne devrait pas aller au-delà de nos émotions. Parce que là, quand tu laisses l'émotion déborder ta passion, ça devient dangereux. Ça peut se transformer en un couteau à double tranchant. Donc il faut faire attention. Ça ne sert à rien d'agresser un Ivoirien parce que votre équipe a été battue par les Ivoiriens. Dans tous les cas, ça ne sert à rien parce que cela ne repart rien sur le résultat qui est là actuellement. Ça restera toujours que vous avez perdu. Peu importe ce que vous allez faire. Au contraire, vous êtes en train de salir l'image de votre nation. Tout simplement. Et un qui a fermé sa bouche, même comme sa bouche ne se ferme jamais depuis l'élimination du Sénégal, El Hadj Diouf, qu'on cherche. Ils sont où? Il est où? Il est où? On le cherche depuis. Lui qui était tellement sûr de son équipe, qui a même appelé le continent, l'hôtel continental. Et aujourd'hui, le Sénégal est éliminé en huitième de finale, tout comme le Cameroun, au même palier de cette compétition-là. Il faut dire que beaucoup de Sénégalais parlent d'un penalty non sifflé. Même si de l'autre côté, les Ivoiriens disent également qu'il y a un carton rouge qu'on aurait pu donner à Sadio Mané. El Hadj Diouf, est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop dans ces différentes sorties? C'est la conséquence d'une arrogance à outrance.
El Hadji Diouf, c'est un peu, il a un peu trop sous-estimé les autres équipes qui étaient. C'est vrai qu'il a toujours été comme ça, même voilà, étant footballeur. Voilà, donc il a un peu trop sous-estimé. Il était un peu trop sûr de sa jeune équipe, si on peut la qualifier ainsi. Et il a oublié que lui, en étant footballeur, il a oublié que le football a souvent des renversements qui sont imprévisibles. Et c'est dans cette situation aujourd'hui que personne, même pas moi, personne n'aurait dû penser que le Sénégal allait être éliminé. Mais c'est face à un repêché. Face à un repêché. Ouais. Donc, c'est ça le football dans tous les cas. C'est ça le football de haut niveau. C'est ça le football de haut niveau. Là où vous pêchez, les autres ne pêchent pas forcément là-bas. Et ce match-là s'est joué au niveau des détails. Tu as vu, ce sont les détails. Le Sénégal était bien sur les jambes, mais à un moment donné, on a eu l'impression, et je salue aussi le coaching et le management du nouveau coach de la Côte d'Ivoire, qui a su gérer son collectif parce que il a mis une équipe qui était comme une équipe test pour voir d'abord le comportement des Sénégalais et tout. Et en deuxième mi-temps, on a vu comment les remplaçants ont complètement transformé la partie. Donc, c'est un bon coaching et ça a affaibli un tout petit peu le moral des Sénégalais qui ont faibli. Et voilà, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est aller au tir au but. Vous voyez, les Ivoiriens ont été plus forts. Là-bas, c'était une question de chance. C'est vrai qu'on dit que le penalty, c'est pas la chance, mais pour moi, c'était la chance parce que arriver à ce stade-là, un penalty, même si tu l'as préparé comment? Bon, c'est vrai que les spécialistes du football te disent que la chance n'existe pas au penalty. Même si nous, on pense très souvent à la chance. Moi j'ai un souci avec le gardien sénégalais. Je me dis que il n'est pas apte au penalty. Aujourd'hui, quand vous voyez, les gardiens, ils savent que la distance entre le but et le point de pénalty, elle est réduite. Ça veut dire que vous n'attendez pas que le joueur ait tiré pour parader, vous choisissez un côté et vous paradez. Lui, vous rendez compte qu'il attend toujours de voir où le joueur va tirer avant de parader et à chaque fois, ça paye. Même si quelquefois, il était du bon côté, mais voilà, il y avait toujours un léger retard. Voilà, parce qu'en fait, et après, vous êtes dans séance de tir au but, si vous voyez, tous les gardiens aujourd'hui choisissent un côté et ils partent, ils se jettent. Maintenant, si le ballon le trouve de ce côté-là, c'est bien. Si ça ne le trouve pas, tant pis. Voilà, donc, et tu parlais tout à l'heure du nouveau sélectionneur ou le sélectionneur par intérim, Emerse Faye. Moi, contrairement à ce que les gens pensent, moi j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire n'a pas de sélectionneur. Et je le disais ici avec le Cameroun, c'est que la victoire de cette équipe doit venir des joueurs, pas du sélectionneur. Vous vous êtes rendu compte que la Côte d'Ivoire, elle a joué comme si elle n'avait pas de sélectionneur. On avait les joueurs qui parlaient, qui donnaient leur avis. On avait le capitaine Max-Alain Gradel qui pouvait parler directement aux joueurs. Et c'est de ça que je parlais. À un certain niveau de difficulté dans une compétition, vous mettez le sélectionneur de côté et ce sont les joueurs qui parlent. Prenez vos responsabilités. Milan AC, Liverpool, je crois que c'était le Milan AC contre Liverpool. Le Milan menait 3-0, 3 ou 4-0 en Champions League, ça devait être 2006 ou 2008. Ils arrivent au vestiaire, Steven Gerrard demande au coach de sortir, il veut parler à ses gars. Il est le capitaine de l'équipe, il parle à ses gars, il revient, il renverse la rencontre. Il gagne, je pense, 4-3. Cette rencontre-là où il part au pénalty, je me souviens plus très bien. Mais c'est parce qu'il y a eu un joueur qui a décidé de prendre le devant. Quand vous voyez le match de la Côte d'Ivoire contre le Sénégal, lorsqu'il y avait le cooling break, pendant que c'était Aliou Cissé qui donnait les consignes à ses joueurs, vous voyez les Ivoiriens, c'était les joueurs qui parlaient entre eux. Le MS Faye ne parlait presque pas. Il parlait peut-être un ou deux joueurs. Du côté du Sénégal, vous voyez, tous les joueurs étaient réunis. Ils prenaient les consignes du sélectionneur. Mais en Côte d'Ivoire, c'était les joueurs qui se parlaient entre eux. Donc, et je le disais pour le Cameroun, pour que le Cameroun aille loin dans cette compétition, il aurait fallu que ce soit les joueurs qui prennent leurs responsabilités, que ce soit eux qui décident de jouer au football, que ce soit eux qui décident de passer un cap. Parce que de ce sélectionneur, moi, je n'attendais véritablement rien. Voilà, il faut dire que la Côte d'Ivoire est qualifiée comme beaucoup d'autres pays pour les quarts de finale. On a le Nigeria, voilà, qui est qualifié. On a l'Angola, qui fait partie des grosses surprises de cette compétition. La RDC également. On a la Guinée-Conakry. On a le Mali. On a la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert
et l'Afrique du Sud. Pour le cas de l'Afrique du Sud qui est amené en quart de finale par Hugo Broos, qui a permis au Cameroun de gagner la compétition de 2017. Hugo Broos, le magicien, et c'est presque la même philosophie de jeu qu'il utilisait au Cameroun, parce que quand il remporte la Coupe d'Afrique au Cameroun avec les Lions, on n'avait pas trop de grands noms, hein. Il a juste fait avec ce qu'on avait, mais il a su imposer quelque chose, en fait. Il a donné un mental aux joueurs qui les a permis de remporter en 2017 la Coupe d'Afrique des Nations. Et si tu vois bien le comportement de l'équipe de l'Afrique du Sud, ils n'ont pas, actuellement l'Afrique du Sud, comme toutes les équipes est presque en reconstruction, ils n'ont pas de gros noms, mais ils ont un système de jeu qui est, comme quelqu'un expliquait, qui est sur la défensive. Ça veut dire qu'à la base, on défend. Et la moindre faille, la moindre faille qu'on trouve, on l'exploite à notre avantage. Donc, je pense que jusqu'à présent, ça sourit très bien à Hugo Broos, quoi. Et rappelons que la grande majorité, plus de 80% des joueurs sélectionnés dans cette sélection sud-africaine viennent du pays, viennent du championnat. Oui, c'est ça la force de Hugo Broos, en fait. J'ai l'impression qu'il fait un gros travail au niveau du mental des joueurs. Parce que même en 2017, personne ne s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose avec les Lions. Mais il a fait la magie, on a vu ce que ça a donné et on voit ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec l'Afrique du Sud. Donc le travail, il est plus en dehors du travail physique qui est fait. Il y a aussi un gros travail mental qui est fait pour que chaque joueur soit responsable et qu'il sache ce qu'il représente pour son pays, en fait. Et son adjoint d'ailleurs, qui était un Camerounais, celui qui a été son adjoint en 2017, son nom va certainement me revenir, qui était un Camerounais, il en parlait encore dernièrement, c'est que Hugo Broos peut transformer un joueur par son discours. Donc avec Hugo Broos, c'est beaucoup plus le discours. Il se sert du discours pour modifier la mentalité du joueur. Voilà, Fabricant de Buzz, on va se dire au revoir, on n'a pas vu le temps passer. On se donne rendez-vous demain. Ouais,